Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'acceptabilité sociale, qui est un des ingrédients qui peuvent mener à la régénération, à la redynamisation des territoires industriels. Donc ces derniers temps, on a entendu parler d'acceptabilité sociale dans le cadre de l'implantation d'une usine de viennoiserie industrielle ou encore de l'installation de méthaniseurs. Et dans le cadre de ces projets, on peut avoir une faible acceptabilité de la part de la population. Pour quelles raisons? L'usage excessif de la ressource en eau, les nuisances sonores, olfactives, la pollution visuelle sont autant de justifications au rejet des projets industriels. Pour autant, le jugement des populations peut être modifié. C'est une construction, il faut pas l'oublier. Cette construction s'inscrit dans le temps, dans l'espace, dépend des territoires, des leviers à disposition de ces territoires, notamment en matière de concertation, de sensibilisation au risque industriel. C'est un des enjeux du séminaire aujourd'hui. Encore une fois, il faut pas oublier que ce processus donc d'acceptation, d'appropriation du projet par la population, ça peut être une étape essentielle pour que finalement le projet se transforme en succès. Et pour aborder toutes ces questions-là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Bourdin, qui est professeur à l'EM Normandie. Bonjour. Alban Bruno, qui est président d'Amaris, donc qui est l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, et qui est aussi maire de Gonfreville-Lorcher, donc qui fait partie du Havre Seine Métropole et également du territoire d'industrie Axe-Seine. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir Régis Passerieux, donc sous-préfet d'Istres, arrondissement dans les Bouches-du-Rhône, qui englobe notamment Fos-sur-Mer. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Euh, on va commencer déjà par tout simplement peut-être définir ce qu'est l'acceptabilité parce qu'on l'utilise beaucoup, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière ce concept? Donc je me tourne tout d'abord vers vous, Sébastien. Donc que signifie le terme acceptabilité et pour qui a-t-il du sens? Les riverains, les élus, les citoyens? Alors, c'est un vaste sujet, effectivement, cette question d'acceptabilité. Alors, moi, je suis géographe de formation, et si vous demandez à un économiste, à des psychologues, à des sociologues, ils voudront peut-être des définitions aussi très différentes. Ça a été beaucoup abordé dans la littérature, notamment dans le cadre des projets d'énergie renouvelable. Alors, si on devait donner une définition simple, on pourrait dire que c'est un assentiment d'une population à un projet ou à une décision. Et en fait, c'est une forme d'acceptation qui résulterait d'un jugement collectif euh, qui considérait que le projet du territoire, par exemple, est bon en quelque sorte pour le territoire. En tout cas, il y a une décision supérieure aux alternatives connues qui seraient soit un statu quo, bon, bah, on n'avance pas dans le projet, ou on le rejette complètement. Euh, c'est pas une donnée statique ou un simple indicateur de soutien ou d'opposition, en fait. C'est vraiment le reflet d'un processus complexe avec plein d'acteurs autour de la table, souvent, qui implique des perceptions individuelles, des intérêts singuliers, des intérêts individuels, des normes sociales aussi. On peut avoir des infrastructures qui ont le vent en poupe à un moment donné, et puis à un autre moment donné qui n'ont plus le vent en poupe, par exemple. Et puis surtout des négociations collectives. Et alors, dans la littérature, il y a trois grandes formes d'acceptabilité ou d'approche de l'acceptabilité. La première, c'est ce qu'on appelle l'approche normative. Donc là, l'idée, c'est de se concentrer sur la conformité d'un projet aux attentes sociales et aussi à son alignement avec les normes environnementales et sociales. Donc là, l'idée, c'est qu'on va regarder l'importance des valeurs, des principes éthiques qui prévalent dans une société. Donc ça, c'est des sociologues qui vont beaucoup regarder cette approche-là. On a l'approche cognitive qui est plutôt regardée par les psychologues. Donc, on va mettre l'accent sur l'évaluation cognitive des bénéfices, des risques, des impacts par les individus et les groupes d'un territoire par rapport à un projet.
Et toutes ces évaluations cognitives des personnes, des acteurs, des risques, des bénéfices, bah, sont influencées par des connaissances, des croyances, des attitudes personnelles, des connaissances, etc., etc. Et puis après, il y a l'approche sociopolitique. Donc là, l'idée, c'est on considère l'acceptabilité comme le résultat d'un processus de négociation et de décision qui implique bah, différentes parties prenantes et donc qui souligne un peu aussi le caractère bah, interactif de l'acceptabilité et avec des différentes visions et intérêts qui viennent se rencontrer et qui viennent négocier autour de la table. Donc ça, c'est un peu l'approche que moi, j'adopte dans mes travaux. Et sur les questions d'acceptabilité, ce qu'on arrive largement à montrer, c'est que le territoire compte. On pourra y revenir peut-être plus tard, mais c'est pas parce qu'un projet d'une telle ampleur a été accepté dans un territoire que faire un copier-coller du projet en disant avec les mêmes méthodes, etc., et en le mettant dans un territoire à côté, on dit bah, ça a forcément fonctionné. C'est-à-dire que les recettes, finalement, sont très complexes, entre guillemets. Et puis peut-être pour répondre à votre question sur l'acceptabilité pour qui, bah, on va dire qu'il y a trois grands acteurs qui sont souvent mis autour de la table, ces projets-là. D'abord les riverains. Et donc là, leur perception, elle est souvent centrée sur les impacts directs des projets sur leur environnement immédiat. Donc ça implique souvent des questions environnementales, ça peut être des nuisances sonores, olfactives, voire des évaluations immobilières, des effets sur la valeur de la propriété. Donc ça, les riverains vont y être beaucoup attachés. Si on regarde côté élu et pouvoir public, la question de l'acceptabilité, elle va plutôt être sous l'angle des bénéfices collectifs. Et donc, les élus politiques vont chercher à mettre en évidence la contribution d'une infrastructure aux retombées économiques locales, à la création d'emplois et à l'amélioration, par exemple, de la sécurité énergétique si c'est un projet d'énergie renouvelable. Euh, et puis, si on regarde côté porteur de projet, ben là, on est plus sur l'attention sur les aspects économiques, éventuellement de rentabilité du projet, tout en essayant de minimiser les risques environnementaux. Et donc là, on a trois sphères d'influence qui sont différentes, avec des intérêts particuliers qui vont faire que parfois, ça va venir s'entrechoquer. Merci beaucoup. Alban Bruno, qu'est-ce qui rend acceptable l'industrie du point de vue des collectivités? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à la Fabrique de l'Industrie pour cette invitation. Bah, je crois que Sébastien Bourdin a évoqué un petit peu l'intérêt des collectivités dans le développement ou d'activités industrielles sur un territoire. Pour les élus locaux, il est certain qu'on va d'abord regarder l'intérêt collectif, quelles retombées économiques déjà pour les collectivités locales qui accueillent ces activités. Et l'intérêt collectif, ça passe aussi par l'intérêt socio-économique des populations qui vivent sur ce bassin de vie, sur ces bassins de vie. Est-ce que c'est de l'emploi, des emplois correctement rémunérés, des emplois où on peut évoluer quand il s'agit de sites industriels parfois dangereux de manière qualitative? C'est toutes ces retombées pour le tissu social, économique et social. Quelles retombées sur les activités économiques présentes? Est-ce que les industries qui s'installent feront appel au tissu local? C'est toutes ces données auxquelles on est attentif. On est attentif et bien évidemment, quand il s'agit, parce que moi je suis président de l'Association des maires pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, donc des industries qui potentiellement peuvent avoir des accidents avec des conséquences qui peuvent être parfois compliquées, que toutes ces process, tous les process industriels soient parfaitement maîtrisés et que tous les dispositifs d'alerte, de gestion de crise, de capacité à faire face à un événement en réduisant l'impact sont au rendez-vous. Voilà principalement les attentes des collectivités locales et en tant que président d'Amaris, je peux vous dire que en fonction des territoires, il peut y avoir des différences d'appréciation et d'organisation
et de dialogue collectif qui permettent une bonne acceptabilité. Et ce que je retiens, c'est il est indispensable de créer les conditions d'un dialogue partagé entre les différentes parties prenantes pour que l'acceptabilité soit au rendez-vous. Et c'est ce que je dirais en premier lieu. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Du point de vue de l'État, que représente l'acceptabilité des projets industriels? Voici. Oui, il y a plusieurs points de vue de l'État, parce que dans la mesure où il y a l'État central, il y a l'État territorial, et puis il y a des territoires, comme l'a dit Monsieur le maire, qui sont, et vous l'avez dit vous-même, extrêmement différents. Le point de vue de l'État, c'est d'être confronté à une urgence, une priorité politique nationale, qui est une volonté collective, due aux circonstances, qui est la réindustrialisation, la réimplantation, la réinnervation d'un tissu industriel. Dans un moment de transition énergétique, industrielle, qui est de décarbonation, qui fait que cette équation, je dirais, de réindustrialisation, elle s'opère selon des modes dans une industrie qui change dans ses process. Donc l'État, il est face à cette saisie d'urgence. Nous, on a été saisis ici très directement par cette urgence, de manière assez spécifique sur un territoire sensible. Hein. Ici, sur quelques dizaines de kilomètres, c'est 43 sites, Céveso, seuil haut, pour vous donner la densité des choses. Implanté par l'État, grâce à l'État dans les années 70, donc plaqué sur un territoire comme ça, brutalement. On a eu un effet d'alarme qui a été l'affaire Satis à, à Marignane-Vitrolles, où on a vu une industrie qui était une industrie de peinture très technologique des avions, et en l'occurrence des hélicoptères, d'Airbus hélicoptères, qui polluait dans Marseille et qui a voulu construire une usine modèle à côté de l'usine de Marignane d'Airbus hélicoptères. Toutes les étapes ont été passées. Les autorisations environnementales, les études, c'est Céveso seuil bas, etc. Tout a été bien fait. Et au dernier moment, dans l'été 2021, à la fin de l'été, dans l'enquête publique, la salle s'est remplie de 800 personnes, ou de 600 personnes, je sais. Le maire n'a pas signé le permis parce que tout d'un coup, il y a eu une coagulation de refus. Et donc, les industriels ont saisi l'État et ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des tas de projets industriels qui arrivent sur ce territoire, extrêmement qualitatifs en plus, car il ne faut pas imaginer que les projets, parce qu'ils sont des projets de transition décarbonée, vont toujours être systématiquement bien acceptés. Ça, c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête. Et donc, il y a eu un immense warning qui s'est allumé. Et même des élus hein, qui, très franchement, ont voté le projet et qui s'en sont désolidarisés, y compris des grandes institutions locales comme la métropole, et qui finalement n'ont pas pu tenir le choc. Et on a vu la même chose arriver à Gardanne, c'est pas mon territoire, mais c'est pas très loin, sur la reconversion du site de Gardanne, qui est une ancienne site très dense, industriel en termes énergétiques, dans laquelle un projet qui s'appelle Innovera, qui consiste à faire avec du bois en biomasse des carburants pour les avions, donc projet extrêmement vertueux, sur un site qui n'est pas extrêmement polluant. Même chose, le projet est en train de bloquer sur Gardanne. Donc l'État, il est saisi, il a des grandes politiques de filière, France 2030, une grande politique de réindustrialisation, et puis il y a le territoire, et le territoire, il est potentiellement en résistance. Et nous avons vu ça tout de suite, on a décidé de mettre en place des outils avec un élément que je crois qu'il faut avoir qui est vraiment clé, qui est très important, c'est que on n'a pas d'outils qui permettent aujourd'hui véritablement d'avoir une intelligence collective fine par rapport à une nouvelle génération industrielle. L'industrie, c'est quelque chose de cellulaire, de biologique, de vivant, qui doit s'insérer sur un territoire et qui n'est pas l'industrie des années 70, même des années 90, ou même des années 60, c'est-à-dire des choses qui sont balisées et territorialement organisées. C'est quelque chose qui nécessairement doit s'insérer très finement dans un territoire parce qu'il y a des interconnexions entre les modes industriels beaucoup plus fines, il y a des besoins d'information beaucoup plus complexes, il y a des interactions entre un territoire et l'industrie de nouvelle génération
qui ne peut pas être fait sans de la petite couture en termes d'installation. Et pour ça, on a essayé de prendre la mesure des choses, on a installé un certain nombre d'outils qui sont, et je ne vais pas les décrire dans le détail, mais un laboratoire territorial industrie Fosbert qui s'est mis en place depuis l'année dernière, mais qui a été préparé pendant un an auparavant, qui vise à co-construire avec les parties prenantes du territoire l'industrie ensemble, acceptabilité, partage, diagnostic, analyse, scénario, qu'on les balise avec les acteurs du territoire. Et c'est très complexe, il faut un niveau de connaissance auquel les acteurs du territoire doivent accéder très très vite et que l'État, les collectivités territoriales n'ont même pas, pour parler très finement, parce que c'est des équations très complexes. On a mis en place des structures de politique d'accompagnement pour coordonner des acteurs, parce qu'un territoire comme Fosberg, il est extrêmement vernaculaire et complexe, et il faut qu'on soit capable de créer cette ingénierie, cette intelligence collective territoriale. Et aujourd'hui, très franchement, on est un peu en laboratoire, parce que je pense qu'on n'a pas des boîtes à outils très sophistiquées de chirurgie, des chirurgies de guerre, il faudrait presque aujourd'hui, dans une transition très rapide, pour réussir cette transition territoriale, dans laquelle c'est pas l'acceptabilité qui est seulement en cause, c'est la capacité à construire ensemble. Il faut passer un seuil, faut pas rester à cette étape défensive et négative de l'acceptabilité, parce que là, on ne va voir que ce qui ne va pas et pas ce qu'il faut construire. Il faut passer un seuil, on ne l'a pas. Et je dirais que le territorial, c'est le chaînon manquant aujourd'hui de la politique industrielle, sans laquelle il n'y aura pas de vraie réindustrialisation dans ce pays. Et que ça s'applique de manière très différente au Fosberg, évidemment. Il faut aller dans des territoires aussi qui ont su le faire, où l'industrie a su être vernaculaire, l'Alsace, par exemple, la Vendée, et essayer de tirer aussi des expériences. L'industrie sera vernaculaire, sera fine, l'installation sera vraiment de la microchirurgie de territoire, de la neurochirurgie de territoire, ou ne sera pas dans ce pays. Merci beaucoup. Vous nous avez évoqué voilà, des exemples de projets industriels contre lesquels il y avait eu une défiance, une mobilisation, en tout cas de la population contre ces projets-là. Monsieur Bruno, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet industriel finalement contre lequel Amaris s'est mobilisé dans le territoire Axe-Seine et puis aussi nous rappeler ce que fait Amaris euh, pour le Oui, public. enfin, Merci. avant d'évoquer un sujet qui a posé problème sur l'axe Seine dernièrement, je souhaiterais rebondir sur ce que disait Monsieur le sous-préfet. Et je me réjouis qu'il y ait des initiatives innovantes, si je puis dire, euh, dans le sud de la France. Parce qu'il est vrai que souvent, moi j'interviens dans mon agglomération pour dire que le développement industriel, la réindustrialisation, l'évolution de la décarbonation des activités industrielles ne doit pas se faire qu'entre cabinets industriels, cabinets ministériels et industriels. Il faut absolument ouvrir le dialogue, la préparation en amont avec les associations de protection de l'environnement, avec les représentants des personnels qui travaillent eux-mêmes dans ces industries, avec les associations de riverains, pour justement que chacun puisse mesurer les enjeux, bien comprendre les enjeux, bien les maîtriser et construire collectivement des réponses qui sont, on le sait, indispensables à l'évolution des activités eu égard au changement climatique, etc., etc. Donc effectivement, sur l'agglomération Avraise, il y a un projet qui s'est imposé de manière trop rapide. Il s'agit notamment du terminal méthanier qui a été imposé à travers une loi inédite, hein, notamment à travers la loi sur le pouvoir d'achat, où en pleine crise de l'approvisionnement en gaz suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'État a décidé, sous couvert de la loi pouvoir d'achat, d'installer un terminal méthanier au milieu du port du Havre et en se dédouanant de toutes les règles de dialogue, d'information. Et ça a provoqué forcément de nombreuses inquiétudes hein, de la part notamment des portuaires, des professionnels, qui s'interrogeaient sur leur capacité à faire face en cas
d'événements? Est-ce qu'ils étaient suffisamment formés, préparés à la gestion de ce type d'équipement? Donc tout ça a été de manière passée en force et ça laisse des traces. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions, notamment d'associations environnementales, hein, pour s'opposer à la venue de ces équipements. Donc on voit bien que si tout ça n'est pas préparé dans le dialogue, dans la concertation, ça pose des difficultés. Merci beaucoup. Pouvez nous rappeler, oui, votre association Amaris, peut-être rappeler sa genèse et puis ses actions? Alors, l'association Amaris a un peu plus de 30 ans d'existence. Elle regroupe les communes et les intercos qui accueillent sur leur territoire des activités industrielles à risque. Elle travaille étroitement avec le ministère de la Transition écologique et elle organise d'ailleurs tous les 2 ou 3 ans ce qu'on appelle les rendez-vous majeurs. Et d'ailleurs, ces rendez-vous majeurs qui rassemblent l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces questions de la sécurité industriels se réuniront au Carré des Docks au Havre le 3 octobre prochain pour justement réfléchir à toutes les problématiques qui peuvent exister entre industrie et risque industriel et environnement de ces activités et gestion de crise. Tous ces sujets seront partagés avec des spécialistes. Merci beaucoup. Sébastien Bourdin, comment on peut expliquer cette défiance de la population vis-à-vis des projets? Est-ce que le pas dans mon jardin peut tout expliquer, cette espèce de comportement un peu égoïste de la part des riverains? Bah, c'est souvent l'argument premier qu'on va donner, hein, le fameux NIMBY, pas dans mon jardin. Euh, c'est un argument qui est souvent donné parce qu'on se dit, bah, c'est souvent les opposants à proximité des projets qui vont venir grogner, etc., etc. Et on les monte du doigt en disant, bah, en fait, ils sont hyper égoïstes parce que c'est un projet de territoire, c'est un projet qui va créer de l'emploi local, etc., etc. Mais comme je le disais juste avant, euh, euh, les visions de ce qu'est un projet acceptable sont différentes en fonction des parties prenantes. Et effectivement, bah, l'élu va plutôt dire bah, c'est pour des raisons de dev éco, etc., etc., de transition écologique, mais c'est peut-être pas ça que va vouloir percevoir en premier le citoyen. Donc, le Feminine Bee existe, mais c'est une des possibles explications, un des premiers facteurs déterminants. Après, il y en a plein d'autres. Quand on regarde la littérature, encore une fois, euh, il y a le fameux modèle d'Hirschman qui s'appelle Exit Voice Loyalty. Donc, c'est un modèle qui fournit une sorte de cadre pour comprendre les réactions des individus ou des groupes face à des changements dans leur environnement et dans des situations souvent de conflit. Quand on est dans une situation de conflit, le premier élément, c'est l'exit. Donc, la possibilité de quitter ou de se retirer de la situation et donc appliqué au contexte de ces projets d'infrastructures et d'industrie à l'échelle des territoires. Ça pourrait signifier finalement la personne va déménager euh, et va aller dans un autre territoire parce qu'il n'a pas envie de vivre à côté ou voilà, il se retire de la situation. Ça existe très rarement. Il y a finalement peu de personnes qui décident de déménager. Et donc, du coup, les deux autres alternatives, c'est soit le voice ou la loyalty. Voice, c'est s'exprimer et opposer, s'exprimer sous forme d'une opposition ou au contraire d'un soutien. C'est-à-dire qu'on peut aussi dire, bah oui, moi, je suis vraiment OK avec ce projet-là parce que j'ai compris qu'il y avait aussi des intérêts supérieurs et peut-être moi, je peux en tirer un intérêt individuel et aussi l'expression d'une opposition qui va avoir lieu dans des consultations publiques, sous forme, dans la rue, sous forme de manifestation, en utilisant des canaux, voire même légaux, donc recours devant le tribunal administratif, ou en utilisant des canaux
de type médias sociaux, réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et autres, pour bah, justement faire valoir sa voix. Et puis le dernier, c'est loyalty. Donc l'idée, c'est de dire, bah, il y a aussi toute une partie de la population qui se dit que ça peut être une vraie opportunité et donc qui va s'engager activement, soit à chercher à résoudre le problème de manière constructive, ou qui vont tout simplement ne pas s'exprimer sur le projet en disant, de toute façon, il faut bien qu'il ait lieu quelque part, donc on va le laisser là. Euh, mais je suis complètement d'accord avec les deux prises de parole précédentes, hein, sur l'idée que ces processus de participation, et en particulier ce que disait monsieur le préfet, sur l'idée que ça doit être micro-chirurgical, et c'est loin d'être évident, ces processus de participation. On a tous envie de bien faire, les porteurs de projets ont envie de bien faire, les élus, lorsqu'ils organisent des processus de participation au niveau local, ils ont souvent envie de bien faire. Mais c'est loin d'être évident. Et quand on regarde la sociologie de ces réunions-là, qui sont organisées, ben, on s'aperçoit que c'est un peu comme au bal des pompiers, c'est toujours les mêmes qui dansent. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on va retrouver euh, des retraités, on va retrouver des personnes qui sont cadres supérieurs. Donc il y a plein d'études qui l'ont montré, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les sociologues, la participation qui ont écrit ça. euh, des, des cadres supérieurs qui ont des connaissances, qui sont impliqués, qui comprennent, etc. Et donc qui vont peut-être monter en opposition parce qu'ils défendent des intérêts, etc., etc. Et puis, les grands absents souvent de ces réunions de participation, c'est les jeunes. Et par exemple, quand on regarde les projets de transition écologique et les enquêtes sur la transition écologique, on s'aperçoit que c'est les jeunes qui poussent le plus vers la transition énergétique. Et en même temps, c'est ceux qui sont souvent absents de ces processus de concertation. Donc on voit bien que dans les processus de concertation, en général, on a du mal à aller chercher la population et toute la sociologie de la population. Et forcément, euh, bah, ça peut avoir un biais déjà dans l'organisation du processus participatif. Et puis après, bah, dans les questions qui pourraient expliquer pourquoi finalement les citoyens ou des habitants pourraient s'opposer, eh bien, il y a le principe qu'on appelle de justice distributive, c'est-à-dire que euh, les personnes qui s'opposent trouvent qu'il y a une forme d'inéquité dans la distribution des impacts et des bénéfices. Et donc, si finalement les bénéfices, bah, c'est les bénéfices pour le territoire, pour la transition écologique ou encore plus général, pour la transition énergétique de la France, etc., etc., et bah, si ces habitants ont du mal à percevoir ces intérêts supérieurs et voient leur intérêt individuel, ils disent bah, nous, en gros, on a toutes les externalités négatives, mais aucun avantage. Et donc, tout l'enjeu d'un vrai processus de participation et d'inclusion de la population locale, c'est de réfléchir à comment euh, avoir plus d'équité et de retombées pour ces habitants qui viennent faire valoir leur voix dans ces processus de participation. Mais c'est loin d'être évident et c'est très micro-chirurgical, comme disait Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Justement, Monsieur le sous-préfet, vous évoquiez auparavant un laboratoire territorial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce lab territorial Fosbert, ses enjeux et comment justement vous essayez de mêler un peu ces différents intérêts autour de la justice, le partage des bénéfices? Difficulté qui a été énoncée tout à l'heure, c'est qu'en effet, en tout cas sur un territoire comme le nôtre, on a une non-compréhension de ce qui se passe et donc le sentiment que finalement des choses vont se produire. Et quand on va dans des réunions de concertation, on a eu 3 sur 3 grands projets industriels qui sont tenus depuis 5 mois et il y en a 3, 4, 5 autres qui arrivent de la CNDP. Vous imaginez bien que les gens
plus les concertations Fontaine, ils sont dans l'épuisement, sauf un public spécialisé, comme l'a dit M. Bourdin, dans l'épuisement concertatif potentiellement. Et en plus, on en est une telle somme d'informations qu'on peut bloquer. Donc l'idée du laboratoire territorial, ça a été de reprendre de la profondeur de champ, d'essayer de revoir un tableau global de la situation. Et surtout que ce tableau global ne soit pas partagé seulement entre quelques personnes, mais qui soit aussi largement partagé. Donc donner à la fois de la compréhension stéréoscopique et avec des populations qui nous... Et très vite, on s'est rendu compte dans ce laboratoire territorial que les industriels ne connaissaient pas plus le territoire, les populations, que les populations ne connaissaient vraiment ce qui se passe dans les industries. Et que les administrations elles-mêmes de l'État, ou même des fois les administrations des grandes collectivités territoriales, régions, métropoles, ne connaissaient pas véritablement ni les industries, ni ce que pensaient les populations. Donc ce qu'on a fait, on a réuni caucus une collégialité qui est représentée par 30 citoyens qui sont volontaires, répartis sur tout le territoire, mais qui ont le temps de se cultiver à l'industrie. Parce que le problème, c'est d'arriver, de rentrer dans les dossiers et on essayait de trouver une représentativité. On a eu beaucoup de mal avec les jeunes, comme ça a été dit, on les a trouvés, quelques-uns, pas assez, mais on a trouvé. Des associations, les grandes associations sont présentes, les industriels, à la fin de leur association d'industriels, les administrations de l'État, les administrations de la métropole, de la région, les organismes associés comme l'Institut éco-citoyen, avec qui M. Bruno travaille, je crois, régulièrement, qui est né ici, les 3 pays, Admo Sud, qui gère toutes les institutions qui connaissent. Et cet ensemble de 50, 60 personnes, eh bien, tous les mois, elle se réunit et elle va essayer d'atteindre 3 objectifs. Faire un diagnostic du territoire, comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce territoire, où sont les cicatrices, qu'est-ce qui s'est mal passé, quels sont nos atouts, nos faiblesses, quels sont les enjeux qui vont nous bousculer, y compris géopolitiques. Parce que ce qui s'est passé avec le méthanier du Havre, c'est un enjeu géopolitique qui leur est tombé dessus. Et on voit bien que ça peut aller très très vite pour gérer ça. Donc comprendre ensemble, faire un diagnostic qui soit partagé. 2, ensuite, se donner aussi une ligne d'horizon, c'est-à-dire qu'on va construire ensemble ce que faisait la data et ce qu'on ne fait plus, ce que faisait le commissariat à plan, une prospective à horizon 2040. Quels sont les scénarios qu'on essaie de mettre en place pour l'industrie à 2040 ? Et ensuite 2030, et on remonte évidemment sur les... Donc ces scénarios ne seront pas forcément un scénario, mais on pourra en avoir plusieurs, on est en train d'y travailler. Et troisièmement, quelles sont les conditions, les critères très concrets d'acceptabilité d'une industrie dans notre territoire, une nouvelle industrie qui vient. Qu'est-ce qu'il faut refuser? Qu'est-ce qu'il faut leur demander pour s'installer? Qu'on ait une grille, en quelque sorte, qui corresponde à notre vision du territoire. Ça, la collégialité est en train de le construire. Chaque 3 semaines, si on a un site internet, les réseaux sociaux commencent à travailler. Ce travail, parallèlement, il y a un comité des élus qui rassemble tous les maires et qui eux-mêmes s'harmonisent sur leur point de vue parce qu'il peut y avoir des divergences avec. Et il y a aussi un comité d'experts et de scientifiques avec des universitaires qui permettent de nous donner des données un peu précises. On est en train d'avancer pour construire une pelote, une vision de ce territoire et des axes. Dans un deuxième temps, il va nous falloir aller plus loin. Il va être capable de le restituer vers le territoire parce que ça ne peut pas rester que dans cette collégialité. Donc le site internet, les réseaux sociaux et une exposition itinérante va permettre d'aller diffuser ces choses sur le territoire. Et comment on pilote tout ça? On a décidé d'appliquer une méthode sur le plan de l'acceptabilité des critères qui s'appelle Economy of Mutuality, économie de la réciprocité, qui a été un travail qui a été réalisé par le groupe Mars mondial avec l'université d'Oxford, notamment la School d'Oxford de Business Administration d'Oxford, qui était de créer des indicateurs de capital social, capital naturel, capital sociétal, capital financier, indicateurs métriques qui mesurent en fait non pas une RSE ex post, mais quels sont les critères de mesure qu'on a pour vérifier que ça se passe bien selon les populations sur le territoire.
Et ces indicateurs, on a une étude qui les a caractérisés. On est en train de les travailler avec les collégialités et on va demander aux industriels d'en faire des indicateurs de management pour leurs projets, de manière à ce qu'ils contribuent à ces indicateurs trans- transversaux territoriaux. Le premier qui va les tester, ça va être Airbus Hélicoptère qui a décidé de faire dans sa reconversion avec 450 millions d'euros d'investissement pour se décarboner. On a demandé à Airbus Hélicoptère, troisième site industriel national, qui est partant de les intégrer dans son pacte territorial. Et ensuite, on va essayer de les diffuser pour que tout ça, cette co-construction qu'on fait dans le laboratoire territorial, surtout il y a une incarnation. Parce qu'à un moment donné, sinon, il y a un épuisement du concertatif qui va devenir une réelle difficulté. Je me tourne vers Sébastien Bourdin. Donc, on parle de projets industriels et de faible acceptabilité, mais finalement, ce ne sont pas les seuls à connaître ce type d'opposition. On sait très bien que lorsque l'on fait construire une voie TGV ou encore sur l'installation d'éoliennes, on peut aussi avoir une faible acceptabilité sociale. Est-ce qu'il y a un lien entre la taille et l'acceptabilité? En d'autres termes, est-ce que plus le projet est grand et moins il est acceptable? Alors, c'est une super bonne question parce que on aurait tendance à penser que, entre guillemets, plus la taille est importante et plus les problèmes d'acceptabilité vont l'être. Il y a plein de contre-exemples qui montrent que finalement, c'est probablement plus la façon dont on a pensé le projet, concerté le projet, etc., qui vont jouer. Euh, mais quand même, c'est vrai qu'on retrouve aussi cet élément-là sur la question de la taille. Tout d'abord, sur la perception de la taille, c'est important de revenir là-dessus. C'est-à-dire que là encore, il va y avoir une différence de perception de la taille qui va être soit perçue par certains types d'acteurs, comme le porteur du projet ou, euh, on va dire, un élu politique, il va dire, bah voilà, il y a un cadre réglementaire, c'est le régime ICPE, on va regarder le tonnage de je sais pas quoi, etc., etc. Et on va dire que ça, c'est la taille du projet. Ça va faire tant de mètres cubes, tant de je sais pas quoi. Et on va plutôt regarder des facteurs, des éléments tangibles pour mesurer c'est quoi la taille du projet. Encore une fois, quand on se met côté euh, citoyen, si on parle seulement en termes de taille tangible, ça ne va pas forcément parler aux gens. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des projets de méthanisation, si on dit, bah voilà, le projet sur le territoire, il va faire 10 000 tonnes par an d'intrants, ou 100 000 tonnes d'intrants par an, ou 300 000 tonnes. Franchement, si je suis un citoyen lambda, je ne sais pas ce que ça veut dire 10 000 ou 100 000, et peut-être que pour moi, 10 000, c'est déjà trop, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Mais en fait, euh, il y a des perceptions émotionnelles de la taille qui vont faire que on va avoir encore une fois des approches différentes de ce qu'est un gros projet ou pas un gros projet. Donc ça, c'est quand même important à prendre en compte quand même. Euh, et puis, parmi les facteurs qui vont influencer l'acceptabilité sociale, même si la question de la taille, elle est quand même importante, ça ne fait pas tout. Il y a plein de projets. Alors, bon, je ne vais pas prendre un projet en France, mais il y a un projet au Royaume-Uni qui est assez connu, c'est le parc éolien offshore de Hornsea. Donc, c'est l'un des plus grands parcs éoliens offshore au monde, qui est situé dans la mer du Nord. Et il y a eu une très grosse acceptabilité sociale. Il y a eu une consultation publique étendue, donc des consultations publiques approfondies menées avant et pendant le développement du projet qui permettaient aux parties prenantes de s'exprimer et de contribuer à la planification. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que dans ces réunions publiques qui ont été organisées, c'est important que les personnes qui y participent, ils voient qu'elles ont une forme de pouvoir modifier ou changer quelque chose dans le projet. Et malheureusement, dans la plupart des réunions de concertation, le porteur du projet vient et dit, bah voilà le projet tel qu'il va être. Et en fait, c'est des réunions d'information descendante plus que des réunions de consultation et
où on va pouvoir laisser les gens s'exprimer et essayer de potentiellement modifier le projet d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, si ces personnes sentent que c'est juste de l'information descendante, elles vont dire: «Bah, à quoi bon nous inviter si le projet est déjà tout ficelé par avance?» Et donc là, dans ce projet-là, en Annecy, ça avait été très, très bien fait, et on avait vraiment laissé les parties prenantes s'exprimer et contribuer, à la planification. Ils n'ont pas tout chamboulé, mais ils ont, participé à cette planification et ça a été bien vu. Les bénéfices locaux, on en a déjà parlé, mais le projet avait promis des avantages économiques significatifs, à la fois, pour, le Royaume-Uni, mais aussi au niveau local. Et là aussi, ça avait eu, un effet, assez, significatif sur l'acceptabilité sociale. Il y avait aussi des, citoyens, on avait permis aux citoyens de, participer, au cofinancement, du projet et donc aussi d'avoir des bénéfices directs avec, bah, du coup, les retombées économiques, et la rentabilité du projet. Et puis aussi, bah, il y avait aussi des formes de compensation environnementale qui avaient été mises en place par les développeurs du projet, parce qu'il y avait effectivement des associations, locales qui avaient, identifié le besoin de préserver, la biodiversité marine. Et donc il y a vraiment eu quelque chose d'assez bien fait. Donc si je devais résumer, si c'est gros, il va falloir bien évidemment prendre, en compte ça parce que c'est un facteur qui peut, augmenter les problèmes, de refus du projet. Mais, si on a un engagement précoce et continu des parties prenantes, une participation locale et des bénéfices partagés, y compris au niveau local, et des formes de compensation, mises en place, ça peut vraiment, faciliter les choses, très clairement, ouais. Merci beaucoup. Monsieur Bruno, pour vous, quels sont les facteurs de réussite, des projets industriels en termes d'acceptabilité et de concertation? Je pense que pour que l'acceptabilité soit pérenne, il est nécessaire d'établir un dialogue permanent, une forme de contrat social dans le temps. Alors, il existe des instances comme les comités de suivi de site qui permettent ce dialogue avec les différentes parties prenantes, mais mon expérience de président d'association nationale euh, me permet de dire que ces instances ne fonctionnent pas de la même manière d'un territoire à un autre. Je me réjouis qu'il y ait des innovations comme Régis Passerieux porte dans le sud de la France. Donc, je pense que c'est comme ça que l'on arrive à travailler l'acceptabilité. Et je dois dire que l'État doit être animateur de ces instances de dialogue permanent euh, et, et- et d'instaurer les connexions avec les différentes parties prenantes, de les modeler, les construire, organiser cette concertation permanente. Mais ce que je voudrais dire, c'est que malgré tout ça, on s'aperçoit que jamais rien n'est acquis parce que il peut y avoir des sites industriels qui font l'objet d'une acceptabilité pendant un certain temps et celle-ci peut être remise en question du jour au lendemain. Je prendrai un exemple, celui de la vallée de la Chimie au sud de Lyon où des industries historiques dont l'implantation n'était pas questionnée, notamment dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques sont aujourd'hui au cœur d'une crise, la crise des polluants éternels, les fameux PFAS, et une crise citoyenne qui est très, très, très critique par rapport à leur présence et leur émission quotidienne. Et moi, par exemple, sur mon territoire, avec les activités de raffinage, on a parfois des épisodes de torchage qui provoquent euh, des réactions de la part de la population que l'on n'avait pas auparavant. Et on sent que la question de la santé, des conséquences des activités industrielles sur l'environnement, sur la santé, la qualité de l'air, ce sont des préoccupations qui sont montantes. Et là encore, il est nécessaire de travailler à apporter de manière objective des réponses concrètes, parce que on voit que, et notamment à travers les réseaux sociaux, tout s'exprime, on trouve tout un tas d'informations vraies, fausses, etc. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire de structurer les choses, d'apporter de la connaissance,
avec ceux qui peuvent en produire et la partager de manière objective. Et moi, je milite notamment sur mon agglomération pour qu'on puisse disposer d'un observatoire santé-environnement qui puisse rassembler les associations de la qualité de l'air, les ATMO, les hôpitaux, les industriels, et qu'on puisse objectiver de la donnée et la partager. Parce que c'est vrai, ça a été dit par Sébastien Bourdin, la donnée pour le citoyen lambda, si elle n'est pas décryptée, si elle n'est pas vulgarisée, si elle n'est pas expliquée, elle ne sert à rien. Moi, j'ai eu affaire à des fois des épisodes où il a fallu expliquer aux populations que la situation de torchage n'avait pas d'incidence majeure. On avait beau expliquer, eh bien, ils n'y croyaient pas parce que visuellement, dans l'espace, l'événement était important. Mais alors, on a pu apporter de la donnée produite par Atmo, mais ces données étaient complètement illisibles et incompréhensibles du grand public. Donc voilà, faut qu'on puisse, dans ces territoires impactés par l'activité industrielle, expliquer, rassurer et puis partager et mettre tout sur la table. D'accord, donc en fait, rien n'est acquis, même dans les territoires industriels, en fait, on peut avoir une acceptabilité qui change dans le temps, parce qu'on aurait pu se dire, bah, c'est plus simple d'implanter une usine là où l'industrie existe déjà, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas forcément le cas, c'est bien ça? Non, ce n'est pas forcément le cas parce qu'on voit que les préoccupations citoyennes évoluent. Les questions environnementales, et bien heureusement, sont une préoccupation de plus en plus importante et il faut que l'on puisse travailler à faire évoluer, mais aussi à apporter des réponses objectives sur la base d'éléments scientifiques, partagés, validés et vulgarisés. Parce que des fois, il y a aussi des réactions qui n'ont pas lieu d'être. Et on a ces phénomènes aussi des réseaux sociaux, la capacité à avoir de l'information juste et cette défiance qui peut monter très rapidement. D'où la nécessité, à mon sens, que l'État puisse organiser, réunir, rassembler tous ceux qui peuvent apporter des éléments objectifs. Et quand je dis tous ceux, que ce soit les hôpitaux, les associations, de manière et que toutes ces organisations soient aussi qu'on associe également les citoyens. Parce qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis des autorités, des citoyens, qu'il faut arriver à dépasser. Et donc, il faut créer les conditions que ce soit des citoyens qui puissent dire oui, on participe à des réflexions, on participe à des réunions qui nous démontrent que le travail effectué va dans le bon sens pour une industrie de plus en plus respectueuse et vertueuse et qui travaille à répondre aux enjeux environnementaux et aux enjeux de la société pour demain. Oui, et cette participation des différentes parties prenantes doit assurer justement à la fois la pérennité de l'acceptabilité et donc la pérennité des projets. Comment on peut, est-ce que c'est à travers voilà, des laboratoires territoriaux, des observatoires qu'on peut aussi permettre finalement cette construction dans le temps long? Ah bah oui, je pense clairement. Euh, Nous, dans l'agglomération havraise, on a la chance d'avoir un comité de suivi de site et sous l'impulsion du sous-préfet local qui se réunit très régulièrement et qui permet d'avoir ce dialogue permanent. Mais je sais que ce n'est pas le cas dans tous les territoires. Et je dis même que, par contre, sur les questions de développement industriel, de renouvellement industriel, là, les CSS sont formatés pour évoquer l'activité industrielle existante. Donc, on revient sur des événements, sur des projets en cours, etc.
mais on ne travaille pas sur la transformation industrielle liée notamment à la décarbonation. Et là, ce que je dis, et ce que je souhaite, et je le propose, et j'interviens régulièrement auprès du président de la communauté urbaine, le Havre Seine Métropole, comme quoi il est nécessaire d'ouvrir et de partager avec l'ensemble des parties prenantes cette évolution, parce qu'on sait bien qu'il y a des enjeux forts et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore forcément sur ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons. J'ai en tête un incendie qui s'est produit en Seine-Maritime, notamment de batteries lithium. Donc ça, c'est des événements que l'on n'avait pas avant ces évolutions industrielles. Et est-ce qu'on les maîtrise vraiment? Est-ce qu'on les a bien partagées? Enfin, ça pose question. Donc, il faut vraiment que la construction se fasse de manière collective. Et je le dis, parce que bien souvent, on a le sentiment que tout est bouclé entre les cabinets ministériels et les industriels qui définissent les grandes orientations de développement et que localement, il n'y a pas forcément ces instances avec les collectivités locales, les citoyens, les associations pour travailler collectivement. Et je suis sûr que les choses se passeraient beaucoup mieux. Et donc, l'expérience du sud de la France est intéressante de ce point de vue-là, mais il faudrait qu'on puisse l'étendre à tous les bassins industriels concernés. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, donc justement sur ce rôle des différentes parties prenantes, vous partagez la place que doit jouer l'État justement dans l'acceptabilité des projets industriels pour, in fine, effectivement, appliquer finalement sa politique industrielle. Et dans le cas du lab territorial, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un collège, donc peut-être plus précisément combien de citoyens sont impliqués aussi dans ce process. Et vous nous avez aussi évoqué Airbus Hélicoptère. Dans quelle mesure vous arrivez à impliquer en fait les industriels dans ce type de process de concertation, ce qui n'est pas forcément évident dans tous les territoires? Non, c'est extrêmement difficile. Mais chacun a eu conscience de l'importance du problème. Les industriels ont bien compris qu'ils ne comprenaient pas le territoire, si je puis dire, assez humblement. Et on a la chance d'avoir un groupement des industriels du golfe de Fos qui rassemble toute l'industrie de Fos, à Berre jusqu'à Marignane, Vitrolles, qui est extrêmement structuré. Ils ont pris la situation avec une grande intelligence. Ils ont compris ils devaient se mettre à comprendre le territoire, ouvrir la porte de leur usine et essayer d'échanger si vous voulez réussir à créer les mutations. Et dans cette collégialité, donc, on voit des choses qu'on ne voyait absolument pas. Il y a des gens qui se voyaient dans des tables assis, le délégué des dockers de la CGT assis avec les directeurs de Petro-Ineos à remplir des post-it pour essayer de trouver les critères d'acceptabilité sur le territoire avec le président de l'association, le secrétaire général de la FNE départementale. Tout ça était, voilà, 3 jours après que les raffineries aient été bloquées avec des CRS blessés, on a fait le syndicat des dockers qui mettait des petits post-it avec les directeurs d'administration. C'est possible, mais l'important, c'est que ce ne soit pas un déjeuner de soleil et que ce ne soit pas des one-shot. La concertation, ça doit être une acculturation collective et continue. Ces personnes, et y compris l'État, sont en train de se connaître et de commencer à comprendre le langage qu'ils parlent et les problématiques qu'ils portent. Et donc, c'est vraiment une bulle de confiance qu'il faut arriver à créer, et ça prend du temps. Et donc, le temps, on n'en a pas, paradoxalement, parce que la transition industrielle et la réindustrialisation, elle est marquée, comme tout dans notre société, sous le sceau d'urgence. Et donc, il faut vraiment essayer très rapidement de reprendre du recul, tout en traitant, en adressant les problèmes d'urgence qui est de court terme. C'est ça toute la difficulté. Ces parties prenantes du territoire, le seul fait qu'elles se parlent, des fois ça peut aussi un peu s'engueuler, entre guillemets, c'est important. Et l'État doit être un tiers de confiance dans ce domaine-là, sous plusieurs registres. D'abord en donnant, en faisant accéder aux données et à ce qui se passe ailleurs, en faisant des transferts d'expérience
tout ce qui se passe ailleurs dans le territoire, ben, les élus locaux, ils sont la tête dans le guidon, c'est normal, ils ont des fédérations, mais c'est pas facile. L'État doit à tout prix essayer de constituer une boîte à outils nationale dans laquelle tous puissent puiser. Aujourd'hui, cette boîte à outils, on l'a pas. Dans les années 50, 60, 70, la DATAR permettait d'avoir cette boîte à outils peut-être avec un mécanisme qui avait des délégués régionaux qui vraiment intervenaient vraiment dans le détail, hein, dans la petite maille, dans la fine maille. Donc l'État, il peut apporter ça. Il apporte des données, encore une fois, c'est très compliqué. Ce qui a été dit avec raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, les services de l'État, des collectivités territoriales, on a beaucoup de mal à qualifier les données. Les données de risque, elles sont tellement denses, les données de santé sont tellement complexes. Bon, il faut que l'État, pour mette des moyens d'expertise et des moyens de conversion d'expertise en objectivation. Ça, c'est un travail qui forcément implique des moyens et une sorte d'épargne de traitement de l'information pour le faire. Et l'État doit relier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait capacité quand même à avoir de l'ordre. Or, les collectivités territoriales ont des compétences différentes. Les industriels ont des espaces. Ici, Petro-Ineos, par exemple, ou Esso, c'est 100 hectares. Donc, Delbazin à la Berre, c'est 180 hectares. Donc, vous voyez bien que ils peuvent rester chez eux et ne pas sortir de chez eux, alors qu'ils ont un impact spatial très important. Il faut qu'on soit capable de relier les acteurs privés, les acteurs publics, les collectivités territoriales. Et je crois que l'État est un acteur aujourd'hui qui est un acteur qui doit refaire le lien, qui est le seul à la capacité aujourd'hui d'interconnecter les différentes sources de données, les différents acteurs, et non pas de planifier comme on faisait dans les années 50, 60, 70, quand on a fait des grandes stations touristiques, qu'on a balisé un territoire et qu'on a commencé à quadriller. Le risque, ce serait d'avoir une attitude trop quantitativiste, alors qu'on est dans un système de biologie cellulaire très riche, très dense, dans laquelle chaque cellule respire et a besoin de construire son devenir en interchangeant de l'oxygène, des acides aminés avec les cellules autour. L'État, il doit apporter une cybernétique intelligente au système en reliant, en rouvrant les ports, en ouvrant les portes. Oui, il y a une nouvelle mission de l'État. Aujourd'hui, il n'y est pas encore, je pense, mais il faut qu'on soit capable d'inventer non pas un État stratège qui soit à 10 000 km au-dessus et qui va donner les grandes directions avec une espèce de feu qu'il faudrait suivre dans le désert. Non, un État qui soit capable, au contraire, de venir créer un système intelligent territorialement et aider à cette intelligence collective s'exprime, et surtout avec précaution, parce qu'ils ne doivent pas surtout désinnerver les systèmes qui sont vivants. Donc c'est un équilibre assez difficile à établir et on essaie de le tester ici. Merci. Vous avez rappelé aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'acceptabilité, finalement, elle ne se construit pas sur un périmètre géographiquement bien délimité, parce qu'on sait très bien que les nuisances vont au-delà des périmètres administratifs, et ça pose aussi la question finalement des relations entre collectivités et comment... Alors, on a un sujet sur ça en ce moment. On a un sujet, c'est l'irrigation électrique de la décarbonation dans la zone de fosse. Il faut 5 gigawatts dans les 6 ans qui viennent pour pouvoir transformer l'industrie actuelle et accueillir l'industrie nouvelle décarbonée dans la zone de fosse, parce que la décarbonation, c'est des électrons. 5 gigawatts, c'est ce que consomme toute la région PACA, toute activité confondue aujourd'hui. Tout, c'est-à-dire absolument. Face à ça, si on ne le fait pas, non seulement on ne crée pas des industries nouvelles, mais comme les industries actuelles ne seront plus aux normes de décarbonation européennes nationales, elles ne pourront pas rester dans le présent. Il y a un jeu. Et là, il faut amener une ligne électrique. Et cette ligne électrique, il faut qu'elle traverse le secteur d'Arles et le bas du Gard, où nous assistons à une levée de fourche sur la thématique. Nous sommes un territoire de culture, d'agrotourisme avec la Camargue. Vous venez de tangenter la ligne, vous nous mettez une ligne 400 000 volts qui travaille, mais nous, on n'a pas l'industrie.
Et le territoire ici dit, nous, on a subi toutes les nuisances, on peut décarboner, maintenant, vous voulez pas qu'il y ait une page chez vous? Et donc, on a des sujets comme tout d'un coup qui sont des sujets, en effet, d'intérêt général qui dépassent un seul territoire et qui vont véritablement nous saisir très rapidement. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Il faut expliquer donc, il faut falloir expliquer qu'il va falloir aussi rétrocéder des bénéfices de cette décarbonation aux secteurs qui sont des secteurs plus ruraux, plus agricoles, plus paysagers de la Camargue. Et donc, il va falloir construire ensemble quelque chose. Et aujourd'hui, là, c'est aussi un travail que l'État devrait faire et doit apprendre à faire. Parce qu'aujourd'hui, RTE, ils savent poser des lignes. Quand ils rentrent en concertation, ils discutent. Mais voyez bien, le problème, il est beaucoup plus systémique, il est plus global. Et je pense que je suis assez précis et carré sur le sujet. Si on n'est pas capable de créer très vite ces outils là territoriaux, à la fois au niveau des micro-territoires, entre les territoires, cette ingénierie d'intelligence et de partage, euh, je pense que la réindustrialisation va buter. Il y aura des investissements privés internationaux, il y a un savoir-faire d'ingénieur en France qui est tel qu'on sera attractif, mais qu'on ne va pas pouvoir atterrir. Merci beaucoup. Pour continuer sur finalement le rôle que peuvent avoir les collectivités, Sébastien Bourdin, dans quelle mesure les collectivités justement peuvent-elles être des intermédiaires dans le processus d'acceptabilité? En fait, on a fait pas mal d'études justement là-dessus, notamment dans le cadre d'un projet Interreg, donc qui incluait des collectivités en Norvège, Suède, Pays-Bas, Allemagne et France. Et donc l'idée, c'était d'analyser quel rôle jouent les collectivités locales dans le déploiement de la méthanisation dans les territoires. Et donc, on met bien en évidence plusieurs rôles, et c'est vraiment des rôles majeurs, parce que ces autorités locales, et donc notamment par le biais des élus, on se rend bien compte que les élus, c'est probablement eux qui connaissent le mieux leur territoire. Ils connaissent très bien les parties prenantes de leur territoire, les entreprises, les citoyens, etc., etc. Donc, ils ont une connaissance extrêmement fine du territoire sur lequel ils sont. Et donc, c'est probablement les plus à même de voir comment assembler ces différents acteurs, et éventuellement ces intérêts divergents sur des projets. Donc le rôle, il est vraiment central. Il est d'autant plus central que ces autorités locales, via leurs élus, ont aussi une légitimité parce qu'ils ont été élus. Et donc cette légitimité va jouer aussi en faveur de ce qu'on appelle le tiers acteur de confiance. On va avoir confiance puisque voilà, c'est une personne qui est reconnue au niveau local, qui connaît bien son territoire, qui a été élue, etc., etc. Et donc, après, on identifie plusieurs éléments, parmi lesquels d'abord le rôle de l'élu comme mobilisateur des ressources locales. Donc, il va jouer un rôle majeur, justement, en identifiant quel type de ressources on va pouvoir mobiliser au niveau local pour faire en sorte que le projet ait lieu. Donc, c'est des ressources tangibles. Donc, ça peut être des ressources financières, des ressources en termes de besoins de techniques, de je ne sais pas quoi, enfin, donc des ressources de ce type-là. Mais ça peut être aussi des ressources intangibles. Et donc là, ça va plutôt être, ah bah tiens, je sais qu'un tel a des connaissances sur, je sais que telle ou telle entreprise peut facilement mettre en réseau. Donc là, c'est des ressources, la mise en réseau, c'est une ressource intangible, mais qui va jouer un élément déterminant. Donc l'élu va jouer un rôle de mobilisateur des ressources locales sur le projet. Il va jouer aussi le rôle qu'on appelle d'intermédiaire territorial, c'est-à-dire qu'il va favoriser la communication, la collaboration entre les porteurs de projets, les riverains, les entreprises, etc. Et il va jouer aussi le rôle de facilitateur. Il va faciliter la mise en relation, voire même il va faire de la médiation. Et cette médiation, elle va souvent être considérée comme neutre parce que justement, il est aussi en dehors du projet. Et puis, plutôt que juste l'entreprise qui porte le projet et les citoyens.
Donc là, il va venir au milieu faire de la médiation. Et puis, il est aussi très bien passé pour faire euh, la sensibilisation, éducation des populations locales, sensibilisation. Et encore une fois, je rejoins les propos à la fois de M. Passerieux et puis de M. Bruno sur la nécessité d'avoir une information qui soit digérée et transparente. Alors digérée parce que c'est vrai que parfois elles peuvent être imbuvables pour le citoyen lambda, et puis transparente qui est aussi important parce que en plein de réunions de concertation, on a vu aussi qu'il y avait l'idée que il y avait des informations qui étaient cachées. Et le problème, c'est que les citoyens disent bah, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, donc ça veut dire qu'on nous cache des choses, et donc si on nous cache des choses, c'est qu'il y a des choses à se reprocher. Donc la nécessité d'avoir une information transparente et digérée, bah, je pense que l'élu est bien positionné justement pour faciliter ça. Et puis, il va jouer aussi le rôle de euh, d'encourager à avoir une prise de hauteur et une vision aussi prospective pour le territoire. Et c'est lui aussi qui va être le mieux à même de montrer en quoi une nouvelle activité qui va venir s'installer sur le territoire et va participer à un ancrage local d'activités économiques qui vont contribuer au développement local, etc., etc. Donc, ces autorités locales, elles jouent un rôle majeur, mais elles ont aussi besoin du support de l'État. Euh, et c'est vrai que cette articulation, elle est loin d'être évidente parce qu'il peut y avoir des intérêts divergents aussi, d'ordre politique ou pas politique, mais réglementaire et autres, qui font que, encore une fois, on est, comme le disait très justement ce sous-préfet, dans de la microchirurgie et dans des choses qui sont très dynamiques aussi. Et c'est aussi ce qu'on montre. Alors, c'est à la marge. Mais on a déjà vu, on a déjà observé, notamment dans des projets de méthanisation, un effet need May, not in my electoral year. Sous-entendu, un élu local qui soutient le projet de méthanisation, etc., qui dit oui, c'est très bien pour notre territoire de ça. Et puis voyant qu'il y a une grosse opposition locale, finalement, bah, se met un peu en statu quo, ne supporte plus le projet, voire dit, bon, bah, finalement, ce projet-là, la mairie ne le soutient plus, etc. Euh, et donc, on voit bien qu'il y a des formes de dynamique et c'est pas du tout linéaire. Et donc, il y a vraiment un rôle déterminant d'une bonne gouvernance territoriale. Mais c'est bien de le dire et de le mettre en place dans la réalité. On voit que c'est très complexe et on ne peut pas tirer à boulet rouge sur les élus en disant mais comment ça se fait que, etc., etc., parce que leurs prises de décision sont par nature complexes et prennent en compte plein de paramètres. Et quand on tire à boulet rouge sur un élu, bah, on oublie que bah, peut-être qu'en tirant boulet rouge, on rentre avec son propre angle d'attaque, alors que lui, il doit avoir une vision d'ensemble. Et donc, cet élu politique, c'est probablement au niveau local, c'est probablement celui qui a la meilleure vision de l'intérêt générale et du rôle de chacun dans les projets. Et, est-ce que l'élu est sensibilisé justement à tous les enjeux que comporte finalement son mandat? Bah, je laisserai aussi peut-être Alban Bruno répondre, mais de mon point de vue, c'est extrême. Alors, pas forcément, pour la simple raison, c'est qu'on demande à un élu à la fois d'être expert en urbanisme, expert en droit de je sais pas quoi. On lui demande aussi d'être expert en finance, etc., etc. Donc, il doit jouer plein de casquettes. Et donc, être expert et fort surtout, c'est pas évident. Donc, il y a aussi, à mon avis, comme on dit en anglais, du capacity building, donc un intérêt aussi important à ce qu'on puisse accompagner les élus justement dans le portage ou en tout cas l'accompagnement des projets des territoires, parce que c'est une tâche qui est loin d'être évidente et on ne peut pas leur demander d'être expert de tout. Donc, il y a, à mon avis, aussi un besoin pour ces élus à ce qu'ils soient formés sur des sujets spécifiques de façon à ce qu'ils puissent montrer aussi
que lorsqu'il s'adresse dans ces réunions publiques pour exprimer l'intérêt que la collectivité a à accueillir ce projet, eh bien, ils montrent aussi que bah, ils savent de quoi ils parlent et forcément, ça crée de la confiance, ça génère de la confiance qui va aussi forcément créer de l'adhésion. Mais c'est loin d'être évident, encore une fois, parce qu'on leur demande d'être experts de tout et d'être multicasquettes. Alban Bruno, vous partagez ce diagnostic concernant le rôle des élus et des collectivités? Oui, tout à fait, bien évidemment. Enfin, je pense que Sébastien Bourdieu a bien expliqué la difficulté, les enjeux pour les élus locaux d'accompagner et de se positionner quant à des projets industriels qui peuvent voir le jour sur les territoires. Alors, généralement, on parle de territoires déjà industrialisés. Pour ma part, sur ma commune, l'industrie, ça fait partie de l'histoire de la commune. Donc, il y a une culture et un bassin de vie qui est très lié à l'activité industrielle. Cela dit, les enjeux nouveaux, notamment environnementaux, de transition, font que, et les enjeux de santé publique, environnementaux, je le disais, hein, prennent de plus en plus de place, où il y a une préoccupation bien légitime des populations quant aux conséquences de ces activités sur la planète, sur leur santé. Et donc, ça crée de la défiance. Et quand un nouveau projet arrive sur un territoire, il est nécessaire de pouvoir démontrer que celui-ci sera au moins plus vertueux que celui d'avant et que ces industries contribueront à faire en sorte que notre société puisse évoluer de manière positive d'un point de vue environnemental et sociétal. Et parfois, il y a des paradoxes. Parfois, il y a des industriels qui ont parfois mauvaise presse, comme on dit, où ils sont accusés de beaucoup de maux dans notre société. Et là, il faut pouvoir, justement, en tant qu'élus locaux, pouvoir démontrer cette nécessité de voir ces industries se développer. Mais ce qui est un peu difficile pour nous dans ce paysage, c'est l'évolution des risques industriels qui changent, avec l'arrivée notamment des gigafactories, des reconversions de sites qui peuvent poser question, des énergies nouvelles, etc. Donc, toutes ces transformations de l'appareil productif ont aussi un impact sur les risques industriels et leur prise en compte et leur acceptabilité dans les territoires. Et là, on a peu de recul et c'est là où il faut vraiment que l'on puisse travailler Hmm. avec les industriels et les services de l'État, les compétences des services de l'État. Et de ce point de vue-là, bah, là aussi, d'un territoire à un autre, on peut être soit bien accompagné ou pas accompagné. Ça, je peux vous le dire, dans le réseau d'élus locaux que l'on rassemble, bah, je peux vous dire que les situations ne sont pas les mêmes d'une préfecture à une autre. Je pense notamment aussi des nouveaux risques hein, liés à la mutation industrielle qui apparaissent. Je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport à où il y a encore beaucoup d'inconnus on a vu Ouais. plusieurs incendies, un en Seine-Maritime et dans le sud de la France, je crois que enfin, je sais plus, de batteries de lithium, où là, beaucoup de questions se sont posées dans la population. Ça avait fait l'objet de reportages médiatiques assez importants, hein, avec, avec justement, on voyait hein, les autorités, les élus locaux qui disaient, bon, a priori, il n'y a que des fumées, il n'y a pas de problème. Mais derrière, la population dit, ah non, non, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Donc là, on voit que c'est assez complexe. Et comme on le sait, hein, le contexte est marqué par le réchauffement climatique. Donc, il y a des questions nouvelles qui se posent. Moi, je sais que sur le bassin de vie, enfin, sur l'embouchure de l'estuaire de la Seine, on a des questions qui se posent, notamment par rapport au risque littoral, au niveau de la mer qui potentiellement va s'élever dans les années à venir et des conséquences sur les activités qui se situent sur l'axe Seine, la question des sécheresses aussi qui commence à interroger les process et les industries qui sont confrontées. Est-ce qu'on est suffisamment
organisées, les canicules, les incendies qu'on a pu voir en 2022, les inondations. Encore ce week-end, on a vu des inondations nombreuses. Et est-ce que les industries sont vraiment préparées à faire face? Est-ce qu'on a, donc on a toutes ces questions qui viennent s'ajouter. Et là aussi, les élus locaux, il faut pouvoir être accompagné et pouvoir donner des éléments de réponse aux populations. Et on a parlé pardon, du rôle des élus, des citoyens dans le processus d'acceptabilité. Et la dernière question, c'est finalement comment impliquer les industriels et est-ce que finalement leur participation au processus d'acceptabilité est compatible avec leurs intérêts individuels. Récemment et notamment depuis la crise sanitaire, on a beaucoup entendu parler des problèmes de délais longs administratifs, etc., qu'il s'agirait de diminuer. Est-ce que, par exemple, ce raccourcissement des délais permet aussi de préserver les intérêts en termes de santé pour les populations? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin de travailler, de dialoguer, de comprendre, de partager pour que ces développements industriels se fassent dans les meilleures conditions. Ces évolutions réglementaires, je pense notamment à la loi ASAP, hein, qui a permis d'accélérer les projets industriels. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop d'étapes dans ce processus? On sait bien que les industriels sont très mobilisés euh, au début du projet, hein, notamment avec les obligations réglementaires de présentation, de réunions publiques, de... et on voit bien que ce sont des formes qui sont pas forcément très adaptées parce que moi, je vois bien la participation citoyenne, elle est très limitée. Ce sont les spécialistes qui vont s'exprimer, les associations de protection de l'environnement, parfois des opposants politiques sur un territoire. Ils vont faire jouer des enjeux comme celui-ci. Donc, je suis pas. Je pense que les industriels doivent faire plus, à mon sens, que l'État doit animer, orchestrer ce dialogue, cette concertation, cette production de données, mais les industriels doivent vraiment être partie prenante et volontaire pour cette acceptabilité et doivent jouer le jeu en direction notamment des populations. Monsieur le sous-préfet, vous avez parlé de l'implication de Airbus hélicoptère au laboratoire. Comment vous avez fait pour pour les convaincre? Est-ce que c'est une question d'ancrage et de sentiment d'appartenance au territoire qui fait que cette entreprise est venue finalement participer à ce dispositif? L'entreprise, elle a vécu tout à fait de manière autarcique par rapport à son territoire pendant des décennies. Elle est ancienne et elle est gigantesque, hein. Mais elle a additionné des bâtiments collés et des parkings sans mobilité collective. Et donc, elle a vécu dans une bulle et aujourd'hui, elle a pris la décision de pérenniser son activité ici, ce qui n'était pas évident, et de besoin de se transformer. Et elle a compris intelligemment qu'elle avait besoin du territoire. Elle avait besoin du territoire pour ses mobilités, pour son accès, pour ses salariés, pour le bien-être des gens qui l'entourent et qui devaient accepter son extension éventuelle. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand quand elle a annoncé qu'elle voulait faire un pacte avec le territoire, son réflexe immédiat, c'était d'aller voir le préfet, on l'a rencontré avec le préfet, la métropole, la région, et de leur dire, oh, on veut travailler avec le territoire. Et les deux maires locaux, Marignane et Vitrolles. Mais en fait, tout ça est un débat qui pouvait être un débat purement institutionnel, sec, dans lequel, voilà, dit, tu me donnes quelques subventions et moi, je vais faire quelques modifications en termes de décarbonation. Mais en fait, euh, on était, nous, en train de travailler avec un laboratoire territorial sur ces indicateurs de territoire, avec un accord de principe des industriels pour les appliquer
Sauf que les industries, elles ont aussi des normes au niveau de leur groupe, de leur siège, qui ne sont pas celles qu'ils mettent en place la nouvelle comptabilité qualitative qui est aujourd'hui exigée par les normes européennes et qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Mais on les a invités à venir présenter leur pacte devant la collégialité. Et quand ils ont présenté leur pacte devant la collégialité, spontanément, ils ont eu envie de dire, ben nous, on a envie d'être les premiers, finalement, pour mettre en place ce pacte, à utiliser les indicateurs de bonification du territoire que vous en êtes en train de faire. C'est donc dans le fait qu'on se soit rencontrés au moment où on était sur un chantier que l'industriel se trouvait impliqué. Et je peux vous dire actuellement que les industriels, qu'il faut aussi visiter leur usine à la collégialité, sont en train de découvrir tout l'intérêt qu'ils ont à s'impliquer dans la vie de leur territoire. Alors, pas tous en même temps. Il faut aussi qu'ils apprennent, comme les citoyens. Ils sont aussi perdus que les citoyens pour comprendre les territoires que pour les citoyens que pour comprendre les données industrielles. Mais ça se passe et ça peut fonctionner. C'est très important d'être de ce point de vue optimiste à cet égard et de penser qu'au fond, il faut qu'on se donne des objectifs assez ambitieux. Parce que le mot acceptabilité, je dis encore une fois, il peut être dangereux parce que il peut être vécu comme le fait qu'il va falloir faire accepter aux populations l'industrie. Non, si on fait ça, je pense qu'on va rapidement arriver sur un blocage. Il faut qu'on soit capable de définir ensemble ce que c'est une bonne industrie. Parce qu'on a une équation extrêmement complexe dans notre pays aujourd'hui. Avec la transition énergétique, la transition industrielle et le besoin de souveraineté que la menace de nos intérêts de vie quotidienne sur nos biens quotidiens menace, on a besoin d'industrialiser très vite des filières. Et de l'autre, les exigences environnementales et de santé publique sont légitimement beaucoup plus élevées. Et j'ai oublié la politique climat, qui est essentielle pour décarboner l'industrie, parce qu'il faut aussi que l'industrie corresponde à un air pur. Et en face, on a des besoins sanitaires et des besoins environnementaux, de biodiversité, qui sont rehaussés aussi. Et en tant que telle, la collision de ces deux exigences qui sont surhaussées, elle n'est pas gérable, en théorie. Parce que là, le nœud qui en résulte n'est pas gérable. Et donc, il ne peut se dénouer que en termes très, 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 très pratiques. Et si tout le monde devient acteur pour dépasser cela de manière extrêmement concrète au plus près du territoire. Et les industriels, je pense, l'ont compris. Et les élus l'ont compris aussi. C'est très difficile pour les élus. Il faut que l'État protège les élus dans ces constatations difficiles qui s'organisent. Protège non pas pour faire barrage au dialogue, mais protège en expliquant que les élus sont en train de recevoir les données, que ce n'est pas facile pour eux, en leur donnant ces données, et il faudrait très rapidement, monsieur le maire a raison, les fours électriques, on sait que les fours actuels à combustion d'hydrocarbures ou de gaz, on sait comment ils polluent, qu'ils polluent beaucoup. Mais on n'a pas vraiment une banque de données précise sur la pollution en microparticules métalliques, par exemple des fours électriques. C'est les nouvelles industries. Pas seulement bon. Il faut quand même qu'on soit capable, et ça c'est le rôle de l'État, très rapidement, d'avoir des bases de données accessibles, très vite à jour, pour très vite être capable de les fournir au terrain. Je pense qu'il y a une armurerie de données et d'outils à construire très rapidement si on veut accompagner les territoires. Sébastien Bourdin, vous souhaitiez rebondir sur le mot acceptabilité? Ouais, très rapidement, ouais, justement, pour dire que oui, l'acceptabilité sociale, ça a souvent une connotation négative et c'est pour ça qu'on voit aussi de plus en plus, enfin, on parle de plus en plus d'appropriation locale, ce qui me paraît un terme beaucoup plus juste, parce que dans l'acceptabilité sociale, comme le dit Monsieur le Sous-préfet, il y a l'idée que il faut faire accepter à tout prix, comme si on partait du principe que par définition le projet était pas bon, puisqu'il fallait le faire accepter. Et donc l'idée de parler d'appropriation locale, ça me paraît beaucoup plus approprié parce que, derrière, il y a l'idée que, il faut que chacun y trouve son compte, et que, ça vienne nourrir un projet, territorial ou plus global. Merci. Quelqu'un qui assiste au séminaire pose la question, finalement, est-ce que, pardon, acceptabilité égale attirance?
Ce qui est clair, c'est qu'un territoire industriel qui n'aimerait pas son industrie ne peut pas être attractif. Il faut s'aimer soi-même pour être aimé par les autres et pour aimer les autres. Et s'il n'y a pas une propre vision de soi-même avec une image de l'industrie positive, c'est difficile. Or, c'est compliqué parce que on a une vision d'industrie négative dans ce pays, pour les jeunes générations Oui, notamment, avec des roues qui tournent et des cheminées qui fument, comme dans les films ouais. d'Eisenstein. Alors que l'industrie d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est des salaires mieux payés qu'ailleurs, des tâches souvent plus riches que dans les services, des capacités de process qui peuvent être écologiques et intelligents. Et ça, les industriels ont compris qu'ils devaient communiquer sur ça. Et donc, moi, je dirais qu'il doit y avoir un désir d'industrie plutôt qu'une acceptabilité d'industrie. Mais pour qu'il y ait un désir d'industrie, il faut construire des normes d'industriels, une texture industrielle qui soit forcément différente. C'est-à-dire il faut pas faire accepter l'industrie telle qu'elle était hier, avec des petites évolutions RSE. Il faut être capable d'avoir une intelligence pour construire une industrie qui va répondre, adresser un certain nombre de questions, investir sur des éléments pour ne pas polluer, maîtriser ses risques. Et c'est normal, les industriels doivent l'accepter. Et la solidarité nationale doit aussi mettre probablement aussi des moyens, parce que ça coûtera probablement un peu plus cher. Ça dans un contexte d'incertitude sur les nouvelles technologies. Tout ça donne quand même d'incertitudes sur les technologies et sur les modèles économiques. Mais ça, c'est pas nouveau dans l'histoire. Dans l'histoire, dans l'histoire, l'hydrogène, le modèle économique n'est pas encore établi. Pourtant, on sait que ça va être clé et capital. Est-ce qu'on ne le fait pas jusqu'à ce que le modèle économique soit appliqué? Dans ce cas-là, ça sera ailleurs que ça sera appliqué et on sera prêt à l'accueillir parfaitement. Mais c'est pas possible. La vie, on marche. Il faut être intelligent en marchant, je dis, pour industrialiser. Mm. Et c'est ça qu'il va falloir savoir imaginer. Oui, justement, une question de quelqu'un qui assiste au séminaire est la complexité illustrée du processus d'acceptabilité ne renvoie-t-elle pas à un message d'incertitude supplémentaire pour le porteur de projet? C'est Oui, vrai que quand on est porteur de projet et que bah, si je fais une déclaration ICPE, que je vois qu'il y a déjà un certain nombre de façons de faire, enfin que tout est bien normé, etc., etc. Donc on se dit, ouh là là, déjà je vais partir là-dedans. Et que en plus, bah, on sait que ça va prendre du temps, que il y a des inconnus aussi dans ces processus-là de participation, etc. Bah, ça peut freiner aussi des porteurs de projets. Donc c'est encore une fois loin d'être évident pour un porteur de projet parce qu'il sait qu'il va s'engager dans un processus. Alors, il y a des cabinets, des bureaux d'études privés, hein, qui organisent parfois ou qui accompagnent souvent les porteurs de projets dans ces processus de concertation. Mais là aussi, il y a une très grosse variabilité dans l'accompagnement et dans la qualité de ce type de bureau d'études. Et donc, si on ne prend pas des bureaux d'études voilà, qui ont d'expérience sérieuse, etc., on peut avoir un projet qui capote parce que très mal accompagné. Et encore une fois, hein, comme on disait, l'élu, bah, il a plein de casquettes et donc il doit savoir jouer avec toutes ces casquettes-là. Le porteur du projet, qui peut être un industriel, c'est pas un expert de la concertation. C'est pas forcément un expert du droit de l'urbanisme ou de je sais pas quoi. Donc c'est vrai que il faut aussi accompagner ces porteurs de projets qu'ils se sentent, qu'ils sentent que le chemin vers lequel ils veulent aller pour le territoire, il est facilité, quoi. Sinon, ça rend tout de suite les tâches plus complexes. on doit à tout prix accompagner. La parole publique est performative. Elle se ligote souvent. Oui, oui, c'est clair. Et parce j'ai vu une question d'un industriel tout à l'heure qui disait, est-ce que on nous oblige pas à présenter nos projets trop tôt? Il y a un vrai problème parce que c'est vrai que si on vient en concertation trop tôt avec un projet industriel, les gens disent, mais vous n'avez pas réfléchi aux conséquences de ce que vous présentez. Comme c'est scandaleux, vous ne pouvez pas répondre à nos questions.
Et l'industriel va dire, mais je vais vous présenter mes idées, mais bon. Et en même temps, s'il le fait trop tard, on va lui dire, vous avez tout verrouillé, vous avez tout fait. Donc, pour l'industriel, ils savent ce qu'ils doivent faire dans un sens ou dans l'autre. C'est à nous, c'est à l'État et à la parole publique de dire, et aux maires aussi, aux élus, mais d'aider à les dire aussi en ayant le même discours pour assurer qu'un projet doit être présenté très tôt au territoire et qu'il faut que le territoire accepte qu'il y ait des questions auxquelles il n'y ait pas tout de suite de réponse. Et donc, il y a une vraie pédagogie à faire. Et la parole publique, de ce point de vue-là, est très importante en disant, écoutez, en apaisant et en donnant bien, je dirais, les étapes de temps qui sont nécessaires à la construction d'un projet, en calmant le jeu, si je puis dire, réellement. Il y a un vrai coaching de territoire aussi à imaginer. Donc, à la question à quelle étape d'un projet mobiliser les consultations du public, vous diriez plutôt assez en amont du projet. Je dirais que les industriels doivent venir voir très tôt les élus et l'État pour qu'on leur donne les clés sur les bonnes questions et très tôt commencer à populariser leur projet. Ici, une entreprise comme Carbone, là, une start-up comme Carbone, qui, euh, qui a déjà bien réussi sa concertation, a su faire ça sur une gigafactory de construction de panneaux solaires. Et bon, c'est séducteur, hein, c'est plutôt un sujet qui n'est pas trop polluant en soi, mais ils ont su le faire. Mais il faut expliquer au public à quelle étape nous sommes et à quelle étape nous ne sommes pas. Et donc, il faut une parole publique claire. Les sujets sont complexes, il faut dire on va les traiter étape par étape. Il faut bien expliquer à quelle étape on est, parce que sinon, s'il n'y a pas ce balisage de l'espace-temps, du temps, en effet, tout d'un coup, il y a un effet panique qui va se créer. De tous les côtés, tout le monde va se refermer. Et là, le projet achoppe. Puis des fois, il faut qu'il y ait des projets qui achoppent, parce qu'ils ne sont pas bons pour le territoire aussi. N'oublions pas. C'est vrai. Et du coup, sur le process qui est organisé par la CNDP sur voilà, le process de concertation, débat public, est-ce que vous pensez que il permet justement d'arriver à ce dialogue-là, il arrive à mobiliser sur vos territoires lorsque ce process est engagé? Même si ça vient voilà, d'une obligation sur certains sites d'une certaine taille et qui présentent certains risques, ou alors il faudrait généraliser ce process de concertation à l'ensemble des projets. Quel retour vous avez eu des process menés par la CNDP sur vos territoires? Retour, enfin, en fonction des projets, il y a un investissement plus ou moins accru des populations. C'est assez variable, enfin, pour ceux que j'ai eu à suivre. Mais c'est un process qui est assez difficile et il faut y mettre beaucoup d'énergie. Avec la forme du aller vers, où il faut vraiment trouver les espaces, aller dans les espaces existants, ça fonctionne bien, pour créer le débat, présenter les projets, mais ça demande beaucoup d'énergie. Moi, je trouve que les débats de CNDT sont bien structurés, que c'est bien passé, ça se passe bien. Il y a beaucoup de fréquentation. Alors, il y a un risque d'épuisement parce qu'on prend projet par projet, évidemment. Donc, après, il faut relier. On répète souvent les mêmes choses sur les infrastructures, donc il y a une usure qui peut se faire, mais il y a la concertation continue aussi qui est derrière. Moi, je pense que la CNDP a une vraie ingénierie qui est extrêmement précieuse et que ces débats fonctionnent plutôt bien. Là, il y a un petit problème qu'ils adressent quand même, c'est le problème de la représentativité des gens qui viennent dans la réunion. Ils ne qualifient pas la représentativité. On leur a dit, on échange avec eux, on a un dialogue très riche avec la CNDP. Je pense qu'il faut quand même qualifier la représentativité, c'est-à-dire dire qui ne vient pas et comment les toucher et comment eux peuvent s'exprimer. Et bon, voilà, c'est le point faible à mon avis aujourd'hui. Merci. On a une autre question, toujours dans une logique d'appropriation. Comment rendre compatible sobriété foncière et réindustrialisation? La ZAN peut en effet contribuer à une baisse de l'acceptabilité.
C'est vrai que qui dit sobriété foncière dit moins de foncier disponible et donc moins possibilité de pouvoir s'installer au milieu de nulle part, là où il y a de la place, etc. Donc cette densification, entre guillemets, elle pourrait avoir un effet négatif sur l'acceptabilité, puisque si on a moins de foncier disponible, il faut bien le mettre là où c'est disponible, et là où c'est disponible, c'est bien souvent bah, potentiellement proche des riverains, etc., en tout cas plus proche des riverains. Dans les projets de méthanisation qu'on suit, là, on voit que par le passé, les élus disaient, bah tiens, bah moi justement, je l'ai mis là parce que je savais bien que là, il n'y aurait pas de problème. J'ai recommandé aux porteurs de projets, aux agriculteurs de le mettre loin, de le mettre, etc. Bon, c'est vrai que là, dans un contexte de sobriété foncière, ça va être un enjeu quand même important, à mon avis, à considérer. Ouais. Monsieur Pruneau, vous souhaitez ajouter un élément sur les Sur effets la de la ZAN sobriété foncière, je pense qu'il est nécessaire de considérer, et peut-être par rapport à la zéro artificialisation nette, de considérer les zones industrielles d'intérêt national, qu'elles soient pas, que les territoires industriels ne soient pas punis du fait d'accueillir sur leur territoire des industries qui servent tout le pays. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on doit pouvoir, à mon sens, être en capacité de renouveler l'industrie. Alors, là, il y a des questions de financement qui se posent. Comment refaire l'industrie sur l'industrie d'hier, la dépollution des sols, la reconversion. Enfin, je crois on doit pouvoir agir là-dessus. Voilà, enfin, sur la question du foncier, elle est importante et euh, elle doit être considérée euh, localement comme nationalement. Si, une autre question, est-ce que vous connaissez de bons cabinets ou bureaux, structures pour accompagner les projets? Et sinon, comment on fait pour les identifier justement pour mettre en place ce process d'acceptabilité, notamment du point de vue des industriels? Un bon moyen en général, c'est d'aller voir des gros projets qui ont bien fonctionné, et assez facilement, on peut retrouver quel est le cabinet qui a accompagné, et on peut se dire qu'a priori, c'est un projet complexe qui a été accompagné par un cabinet qui a fonctionné, et donc pourquoi pas le prendre lui. Mais c'est vrai qu'il faut quand même bien prendre le temps de la décision quand on choisit un cabinet qui va accompagner un tel projet, et il ne faut pas forcément aller soit au cabinet le plus sexy qui propose de révolutionner la façon dont on va faire l'acceptabilité ou la concertation, ou aller au plus offrant, le moins cher, etc. Voilà, donc bon, c'est un arbitrage qui est complexe, mais voilà, je pense il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir par qui on va se faire accompagner, ça c'est sûr. Quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question des cabinets? Mais est-ce que justement, après, alors on cherche un dialogue entre les acteurs, mais est-ce que la multiplication des acteurs qui participent au dialogue, de créer de nouveaux intermédiaires, de nouveaux cabinets qui aideraient à l'acceptabilité du projet, est-ce que voilà, cette multiplication d'intermédiaires dans finalement une chaîne de valeur de l'implantation industrielle, est-ce que c'est une, c'est une bonne chose pour que le projet industriel soit un succès territorial? En d'autres termes, sur la question du foncier, peut-être que les problématiques, c'est pas tant les délais administratifs, c'est plus voilà, c'est la multiplication des étapes à passer, des intermédiaires, des personnes à contacter pour telle ou telle enquête qui font que aussi ça complexifie en fait ce process d'acceptabilité. Et nous, on s'est mis en mode projet. À côté du laboratoire, on a aussi des comités opérationnels qui se réunissent tous les mois, dans lesquels on auditionne tous les grands projets industriels. On se réunit toutes les administrations, on passe une journée entière. Et on a en face aussi, nous, les entreprises qui viennent avec leurs conseillers. Donc, que ce soit des conseillers en biodiversité ou des conseillers
le suivi des procédures administratives ou pour les ICPE. Il y a plusieurs types de conseillers aussi, attention, hein. Vous avez toute une gamme. Il y a ceux qui aident au débat de la CNDP, il y a ceux qui aident aux procédures ICPE, il y a ceux qui aident à la biodiversité, etc. L'urbanisme, donc surtout des très grands projets. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne simplement, là on travaillait avec les collectivités territoriales sont là, les opérateurs sont ici présents, RTE et les autres, et les 10, etc. Le Grand Port de Marseille pour nous, et on se met en mode projet face à l'entreprise, et ça fonctionne. Il faut simplement que tout le monde soit autour de la table et qu'à un moment donné, on ait un désordre du jour bien clair. Et après, les bureaux d'études, il y en existe, il en faut. C'est pas, je dirais, c'est au milieu professionnel à s'auto-organiser pour les détecter et les reconnaître, hein. C'est clair que, voilà, il y a des chambres professionnelles qui sont là pour ça et qui sont là pour faire du transfert d'expérience entre entrepreneurs, heureusement. Voilà, merci à tout le monde et belle journée à tous. Au revoir.